Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, j'ai le plaisir d'accueillir un conseil en propriété industrielle. Je reçois Fabrice Pigeot. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes donc conseil français et européen en marque, dessin et modèle associé à un très grand cabinet français, en l'occurrence Santarelli. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du dépôt de la marque et surtout comment bien protéger en France et à l'étranger une marque, un programme qui va être d'ailleurs très chargé parce que au regard du sujet, il va falloir en fait dégrossir un certain nombre de choses. Ma première question, aujourd'hui, je dois déposer une marque. En quelques mots, pourquoi je vais m'adresser au cabinet Santarelli et qui est en définitive le cabinet Santarelli ? Le cabinet Santarelli, tout d'abord, comme vous le disiez, en fait, est l'un des premiers cabinets en France de par sa taille, avec une très longue histoire. Et on accompagne nos clients tant en brevet, en fait, qu'en marque ou dessins et modèles. Nous avons plusieurs sites, nous avons une équipe très importante qui accompagne nos clients tant en conseil qu'en contentieux, puisqu'on a la chance aussi d'avoir des avocats qui font partie de notre équipe. Et nous accompagnons une clientèle extrêmement variée qui va donc de l'entrepreneur qui se lance dans la vie entrepreneuriale à des sociétés, des multinationales vraiment très globales. Plus de 200 collaborateurs ? Plus de 200 collaborateurs, je crois qu'on doit être aux alentours d'une vingtaine de conseils en marque, quelque chose comme une trentaine de conseils en brevet également. Donc c'est vraiment une grosse équipe, hein, quelque chose de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Grenoble. Exactement, oui. Pour les principaux, on a notre site. Et également en Chine. Et également en Chine, oui. C'est quelque chose qui est assez récent, mais c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, qui est très dynamique, avec une équipe vraiment de confiance en fait en Chine et qui nous permet effectivement d'accompagner nos clients sur ce marché qui est bien évidemment absolument crucial et qui nous permet d'être vraiment au cœur de la problématique. Donc, le cabinet Santarelli, c'est, on le comprend bien au travers de votre description, c'est l'accompagnement d'entreprises qui sont au 440 comme une start-up dans n'importe quel domaine, la biotech, le luxe, le transport, les cosmétiques. Exactement. Voilà, vous adressez vraiment à tout le monde. Exactement. Et chaque conseil en fait peut avoir des spécialités, peut avoir une clientèle qui est plus tournée vers un secteur particulier, notamment le luxe en fait, puisque ce sont quand même des problématiques en termes de très spécialisées sur certaines problématiques. Vous-même, vous êtes spécialisé justement dans certains secteurs ? Non, pas vraiment en fait. Chaque conseil en fait a toujours client son portefeuille pour pouvoir avoir la possibilité en fait d'être vraiment à même de comprendre les enjeux, de comprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les façons de travailler en fait de certains clients. Moi, je ne suis pas spécialement cantonné à un domaine d'activité, donc c'est vraiment j'ai une clientèle vraiment qui est très éclectique en termes de business. Pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les étapes du dépôt de marque ? Alors, un dépôt de marque, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc, il faut, pour un dépôt de marque, il faut savoir ce dont on a besoin, donc pour savoir où l'on va et savoir ce dont on a besoin. Donc, l'essentiel déjà, c'est de se parler et de beaucoup communiquer avec son client. Pour un conseil ou pour un déposant, en fait, l'essentiel, c'est de se dire qu'est-ce que je fais ? Quelle est mon activité ? Quelle est la marque que je vais déposer ? Où est-ce que j'ai besoin de la déposer pour bien définir la feuille de route. Et ensuite, on rentre vraiment dans un process qui est assez cadré. Avant de procéder au dépôt, une fois qu'on a défini quelle était sa marque, par exemple, Tout est marque, par exemple, il faut se demander si elle est disponible juridiquement, donc mener quelques démarches. Donc des recherches d'antériorité notamment. Quelques démarches voilà, de recherche d'antériorité pour essayer de déterminer si des tiers ont déjà déposé des marques ou disposent de droits en fait, qui seraient potentiellement un obstacle sur le plan juridique. Et puis ensuite, eh bien, on rentre dans le concret, dans les formalités administratives de dépôt de
de marque, hein. On dépose le signe, par exemple Tout est marque. On dépose les produits et ou services pour lesquels la marque doit être utilisée. Et ensuite, on la dépose sur le ou les territoires en fait qui sont d'intérêt. Donc en France, pour la plupart de nos clients, mais également après dans tous les territoires sur lesquels en fait le client peut avoir une activité juridique. Donc ça peut se limiter à France, Benelux, Espagne. Ça peut être dans le monde entier. Ça peut être pour des activités qui sont très spécifiques. Je ne sais pas, par exemple, si vous importez du café, vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher certains pays producteurs de café, etc. Donc couvrir, en plus de la France, qui est votre marché sur lequel vous utilisez votre marque, mais également des pays producteurs. Voilà, c'est tout un ensemble en fait de questions avec certaines informations qu'il faut s'assurer de bien avoir balisées avant de pouvoir faire un dépôt qui est un dépôt pertinent en fait. Si vous déposez à côté, si vous ne déposez pas le bon signe, pas les bons produits et services ou pas les bons territoires, votre marque est dénuée d'intérêt. Une analyse de besoin au préalable, Exactement. Où là on va effectivement... alors on parle de signe parce qu'il faut rappeler dans la définition de la marque notamment que la marque est surtout un signe. Tout à fait. Et j'aime à citer aussi une grande théoricienne que vous devez sûrement connaître qui s'appelle Françoise Armango qui, à une certaine époque, a dit une chose très très juste: une marque n'existe qu'à partir du moment où elle est déposée. Et ça, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs ne le comprennent pas et parlent d'une marque qu'ils n'ont pas encore déposée. Donc ce n'est pas encore une marque et c'est à partir de ce moment-là que les soucis peuvent débuter puisque on peut vous la prendre entre guillemets. Vient ensuite donc les formalités, donc vous en parliez, les traductions, les documents officiels, tout ça c'est aussi dans vos cordes, si je puis me permettre. Oui, puisque en fait, ça dépend des territoires et des offices de propriété industrielle, bien évidemment, mais chaque territoire est autonome et décide en fait de sa propre législation en matière de propriété industrielle et de marque. Donc on peut avoir des formalités qui sont assez lourdes en termes de pouvoir, en termes de légalisation, en termes de préparation en fait des éléments qui conduisent à permettre de procéder au dépôt. Donc ce sont des choses qui sont évidemment balisées, gérées chez nous. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien en fait, oui, effectivement pour nos clients. Et derrière, potentiellement, l'idée de les accompagner pour, surmonter les obstacles, peut-être? Oui, tout à fait, puisque en fait, on a souvent des clients qui sont très très contents en fait de leur marque, qui sont très contents en fait de leur activité, qui sont en train de porter et qui sont en train de lancer. Et parfois, il faut un peu les tempérer, puisqu'on a des clients qui se disent que le premier signe venu est une bonne marque. Alors, en termes de communication, de marketing, c'est souvent génial, bien évidemment. Après, juridiquement, les critères sont pas forcément les mêmes, donc on a des écueils en fait qui ne permettent pas finalement de monopoliser la marque. Par exemple, vous prenez un slogan qui est très promotionnel, qui est très porteur en termes de communication, c'est très bien, mais juridiquement en fait on ne peut pas l'approprier, on ne peut pas le déposer et on ne peut pas obtenir un enregistrement de marque. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très judicieux à faire. Donc souvent on a comme ça quelques échanges avec les clients. Et puis après, l'autre écueil sur lequel on essaye un petit peu de recentrer le débat, c'est de se dire de quoi est-ce que vous avez besoin. Est-ce qu'on a besoin de déposer la marque pour une liste longue comme le bras en fait de produits ou de services? C'est pas forcément judicieux. Lorsque on a une activité dans un secteur donné, on n'a pas forcément besoin de déposer très très largement pour énormément de domaines d'activité. Il faut bien se rappeler qu'une marque, elle est déposée pour un certain nombre de classes, un certain nombre de produits. Les fameuses classes de Nice. Exactement. Un certain nombre de classes de Nice, donc de 1 à 34 pour les classes de produits et de 35 à 45 pour les classes de services. Et plus vous allez viser de classes, et plus le dépôt, schématiquement, en fait, va être onéreux. Donc inutile, en fait, d'aller couvrir 15 classes lorsque 2, finalement, sont suffisantes. D'autant que les règles ont changé il y a quelques temps, puisqu'avant, on pouvait déposer... Tout à fait. Pour une modique somme, je crois qu'à l'époque c'était 190 €, 3 classes d'un coup. Exactement. Et aujourd'hui c'est 210 €, mais pour une seule classe. Et maintenant on est passé sur un système où les taxes augmentent à partir de la première classe, effectivement. Ouais. Mais dans une optique aussi qui est assez saine. À l'INPI, on parle bien oui. Propriété la tendance... en France, c'est pas au WIPO ou... Non, mais la tendance de toute façon est toujours la même, c'est d'inciter les déposants à ne pas couvrir trop de classes. Trop de territoire.
Exactement, trop de territoires, trop de classes pour essayer de les cantonner à ce qu'ils font, pour essayer de désengorger un petit peu les registres en leur disant écoutez, n'occupez pas de territoires ou de secteurs économiques qui ne sont pas les vôtres. Donc on cherche. D'autant qu'il faut rappeler une chose qui est complètement essentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas profitable de déposer dans X classe, puisque de toutes les façons, une marque a 5 ans pour l'exploiter et qu'au bout de 5 ans, elle retombe dans le domaine public. Voilà. Peut-être mesurer le sujet aussi pour certaines marques. En fait, il faut bien exploiter ces classes. Il faut bien exploiter ces classes. Plus vous allez déposer de classes, plus ça va vous coûter cher, ne serait-ce que administrativement au moment du dépôt. Plus vous prenez des risques aussi, puisque plus vous risquez en fait d'aller empiéter sur le domaine d'un concurrent potentiel et donc de générer une réaction de sa part. Donc c'est pas forcément très prudent en fait. Et enfin, comme vous le disiez, effectivement, toute marque, à partir du moment où elle est enregistrée, donc les législations varient en fonction des territoires, mais en général c'est 3 ou 5 ans à partir de l'enregistrement. Vous avez une obligation en fait d'utiliser la marque et votre marque, vous devez être en mesure, pour éviter une déchéance de vos droits, en fait, d'en prouver l'usage sur le territoire concerné. Donc effectivement, si vous déposez 15 classes, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué en fait. Donc c'est pas forcément pertinent, et c'est là aussi que l'accompagnement par un conseil permet souvent en fait de recentrer les choses et de faire en sorte que le dépôt soit aussi pertinent que possible. Pour être encore plus précis, pour rappel, quand on dépose une marque, elle est valable 10 ans, c'est ça ? Alors de façon générale, oui, elle est valable 10 ans dans la quasi-totalité en fait des T'as cite reconduction derrière. Voilà. Et de façon générale, dans la plupart des juridictions, en fait, vous déposez votre marque et votre marque va vivre de sa belle vie en fait pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, vous avez la possibilité en fait de déposer ou pas, en fonction de l'intérêt de votre marque, pour votre marque, une demande de renouvellement et comme ça de maintenir vos droits à perpétuité, du moins quasiment, aussi longtemps que possible, à différence par exemple de ce qu'on connaît pour les inventions techniques, pour les brevets, où la protection est limitée dans le temps. Pour les marques, à partir du moment où vous accomplissez cette formalité de renouvellement, vous avez la possibilité de maintenir votre droit. Il y a des exceptions, bien évidemment, dans lesquelles on ne va pas rentrer. Vous avez des juridictions qui vous demandent de prouver un usage actuel pour pouvoir maintenir vos droits. Mais dans la plupart des territoires, vous avez simplement une formalité déclarative qui vous permet de maintenir votre droit. Tout à l'heure, j'ai lâché un acronyme un peu barbare, notamment INPI. Quels sont Est-ce que vous pouvez, nous rappeler de manière très synthétique la différence justement entre l'INPI, l'OMPI, qui sont deux organismes certes complémentaires, mais complètement différents au regard d'un dépôt de marque ? Oui, bien sûr. Alors, le droit de marque est territorial. C'est-à-dire que vous allez déposer une marque pays par pays, juridiction par juridiction et registre par registre. Typiquement, si vous avez besoin de déposer une marque en France, vous allez vous adresser à l'Office national qui en France est l'INPI. Aux États-Unis, ce sera l'USPTO, etc., etc. Le Japan Patent Office au Japon, par exemple. À côté de ces offices qui sont des offices nationaux pour lesquels vous pouvez déposer une marque pays par pays, vous avez d'autres offices qui sont des offices qui vont réunir plusieurs pays. Vos communautaires, vous avez un office qui s'appelle l'EIPO qui gère les dépôts de marques pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui est très pratique, c'est-à-dire que vous avez une seule formalité de marque, un seul dépôt, une seule échéance, qui va vous permettre d'être protégé pour l'ensemble de l'Union européenne. Et à côté de ça, vous avez encore un troisième niveau, qui est l'OMPI, qui lui gère les dépôts de marques internationales. Ces dépôts de marques internationales, c'est pareil, c'est un instrument juridique, c'est une enveloppe. Vous allez déposer une marque et dans cette enveloppe-là, vous allez mettre un certain nombre de pays dans une liste qui est prédéterminée, dans la liste des pays en fait qui sont membres de ce qu'on appelle le système de Madrid, qui vous permettent en fait de désigner un ou plusieurs pays en fonction de votre intérêt économique et d'avoir un seul enregistrement qui va couvrir l'Australie, le Japon, l'Indonésie et par exemple le Canada, à votre choix. Ce qui parfois, avec les coûts qui vont avec. Avec les coûts qui vont avec des coûts qui sont parfois surprenamment peu élevés, par exemple pour la Chine, ou qui sont beaucoup plus élevés en fonction de ce que le pays concerné a choisi de fixer comme montant de taxes. En tout état de cause, c'est toujours un outil qu'il est intéressant de privilégier et d'utiliser, parce que c'est un outil qui, en termes de gestion du portefeuille de marque, en termes de coûts de formalité, lorsque vous avez des renouvellements, lorsque vous avez des cessions, ce qui arrive souvent en cas de fusion, par exemple, de sociétés, permet d'accomplir des formalités beaucoup plus simplement, rapidement et de façon évidemment moins onéreuse. Pour
pour rebondir sur un point d'actualité très chaud finalement, est-ce que les remous géopolitiques, notamment avec les États-Unis actuellement, impactent justement très clairement le dépôt de marques, notamment pour des marques européennes qui souhaitent déposer aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, on n'a pas spécialement en fait de soucis, on n'a pas spécialement non plus encore peut-être ressenti le contre-coup de l'actualité, on va dire. Non, nous pose souci en ce moment, c'est bien évidemment la Russie et la protection en fait des droits de pays de nos clients dans ce territoire. Ça veut dire que le droit ne s'applique plus vraiment? Ça veut dire que effectivement, on ressent que les sanctions s'appliquent, y compris en matière de propriété industrielle et de façon extrêmement concrète et terre à terre. Les flux financiers étant devenus de plus en plus compliqués avec la Russie, pour pouvoir acquitter des montants de taxes ou payer des agents russes, c'est compliqué, voire impossible. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Avec des conséquences bien entendu pour les marques, mais bien entendu économiquement parlant. Exactement. Derrière. Et de façon strictement juridique, on a des clients qui ont cessé toute activité commerciale en fait en Russie. Et comme vous le disiez, dans quelle mesure est-ce que au bout d'un certain temps, donc vous ne pouvez plus prouver l'usage de votre marque en Russie et donc vous vous exposez à la perte de vos droits simplement pour une question d'usage et de déchéance de vos droits. Donc non, la Russie est vraiment quelque chose de Problématique. En ce moment. Voilà. Vous êtes spécialiste du sujet, bien entendu, et c'est aussi à ce titre que j'aimerais connaître en définitive les obstacles que les déposants de marques rencontrent le plus souvent lorsqu'ils viennent s'adresser au cabinet Santarelli. Alors, le premier obstacle, pour moi, c'est vraiment l'obstacle du signe de la marque qui n'en est pas vraiment une. C'est vraiment un manque de distinctivité. Un manque de caractère distinctif. Donc, typiquement, les slogans qui sont perçus comme des messages promotionnels et qui donc ne remplissent pas les critères légaux pour être enregistrés à titre de marque et être protégés en tant que tel. C'est vraiment le premier problème. Après, les marques qui n'en sont pas vraiment, les logos, les toutes petites stylisations qui sont voilà. La multiplication aussi des marques lorsque vous avez un client qui pense qu'il a besoin de déposer 5 ou 6 marques, alors qu'en fait, déposer simplement une marque principale en évitant en fait de déposer toutes les déclinaisons. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, si je devais déposer toutes les marques en mettant en baseline, par exemple, le continent auquel je m'adresse, toutes les marques Asia, toutes les marques Africa, toutes les marques américaines, etc. Je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux en fait, de démultiplier les dépôts et de déposer 5 ou 6 fois et donc de multiplier les coûts de dépôt par 5 ou 6 en fait, tout simplement. C'est vraiment, je pense, le premier écueil. C'est vraiment la chose où il faut effectivement essayer de dissuader le client de démultiplier les dépôts. Et puis... Donc de ne pas, en définitive, multiplier les dépôts, de ne pas vouloir être partout en même temps. Partout trop en même temps, de lister... C'est de vraiment se recentrer sur l'essentiel, comme vous veniez de l'interpréter. Exactement, tout en se disant que, bien évidemment, restreindre un dépôt, c'est potentiellement prendre le risque de se dire que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, lorsque l'activité du client aura évolué, on se rendra compte que peut-être on avait fait une erreur, mais on prend une décision en fonction des éléments qu'on a à l'instant T, et c'est pas toujours évident d'anticiper le développement et les besoins du client à 4 ou 5 ans. Bien entendu. Alors, comme vous entendez ce petit warning, j'ai une petite question qui fâche, comme dans toutes les émissions, tout est marque maintenant, tout le monde est habitué. Cette question qui fâche est finalement celle de comment faites-vous face à des clients qui veulent absolument un certain nom de marque alors que vous agitez un warning sur la recherche d'antériorité? Oui, alors effectivement, c'est toujours délicat en fait de s'opposer, de dire non à un client et voilà. Mais enfin, comme toujours, en fait, notre rôle à nous est de prévenir. Ce n'est pas d'interdire, et c'est de prévenir et éventuellement d'essayer de rendre possible. Donc, c'est souvent de toute façon une grosse discussion, une grosse communication à mettre en place avec son client. Après, si notre analyse initiale révèle un gros warning et que le client insiste et qu'il souhaite absolument
persévérer. Encore une fois, nous, notre tenter tout ce qui est possible pour rendre possible le projet du client. Donc on a à notre disposition différents moyens en fait qui sont des moyens juridiques strictement. Donc on a la possibilité d'argumenter face à un refus ou face à un risque qui est identifié. On a la possibilité d'argumenter uniquement. On a la possibilité aussi d'essayer de neutraliser les droits adverses, notamment en demandant la déchéance des droits détectés. Et puis on a tout simplement aussi la possibilité de négocier, donc de prendre contact avec la partie adverse et d'essayer de trouver un accord ou un Coexistence de marque. Voilà, un modus vivendi en fait qui va permettre de mettre en place une coexistence et de permettre aux parties concernées en fait de pouvoir exercer leur business en toute quiétude. Pour celles et ceux qui, bien entendu, on s'adresse à un large public dans toutes les marques. Quand on parle de coexistence de marque, on peut rappeler ce fameux exemple de la marque Montblanc. On connaît les stylos, on connaît les vêtements, on connaît les yaourts. Voilà, c'est de la coexistence de marque, mais dans différentes classes. Oui, voilà. Donc là, on est sur Montblanc, on est quand même sur un signe qui est identique. Parfois, on a des signes qui sont un tout petit peu différents, mais qui sont suffisamment proches pour que les parties concernées pensent qu'il y a potentiellement un problème. L'essentiel est de pouvoir trouver des conditions qui permettent de rassurer les titulaires de droit et de leur permettre en fait d'accepter de coexister et d'avoir deux marques qui coexistent. Bien souvent sur des marchés qui sont différents, à partir du moment où on réussit à rassurer tout le monde et à leur faire comprendre qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes clients, qu'ils ne peuvent pas perturber leurs activités en acceptant la coexistence avec une autre marque, souvent les choses se mettent en place. Oui, parce que vous avez sûrement des clients qui vous disent de mon côté, j'ai observé que la marque était disponible, sauf que de manière un tout petit peu plus pertinente et un tout petit peu pointue, l'avis d'experts comme vous, il ne faut pas oublier qu'il y a la recherche d'antériorité, mais il y a aussi la recherche de similarité qui peut aussi phonétiquement approcher une marque et donc attaquable. Oui, tout à fait. Hein Le critère en matière de marque, de toute façon, c'est la confusion et le risque de confusion. À partir du moment où vous déterminez qu'une marque tierce, en fait, peut, dans l'esprit du consommateur concerné, prêter à confusion et être associée avec votre propre marque, être confondue, être associée, en quelque sorte, permettre d'établir un lien en fait entre les deux, vous avez potentiellement un problème. Après, la sensibilité, bien évidemment, varie en fonction des entreprises et des titulaires de droit concernés. Vous avez des titulaires de droit qui sont très très inquiets et très rapidement souhaitent agir. Vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins inquiets en fonction des industries aussi. Bien évidemment, vous avez des problématiques qui sont différentes, mais l'essentiel est de pouvoir rassurer tout le monde et de faire en sorte qu'un bon accord puisse être trouvé et que chacun puisse faire son business sans générer en fait de perturbations en fait pour le tiers qui bien souvent n'est pas un concurrent. Bien sûr. On peut avoir des accords de coexistence entre des concurrents qui sont en règle générale un peu plus difficile à trouver. Voilà. Après, ça se fait, ça ne se fait pas, ça se fait en mettant en avant certains arguments parfois juridiques, avec un petit peu de contraintes, parfois aussi avec des arrangements financiers ou des arrangements géographiques de coexistence. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut permettre de trouver un terrain d'entente. Voilà, de trouver un terrain d'entente et de permettre à chacun de déployer ses activités. Chez Santarelli, vous assurez également la surveillance des marques. En quoi cela consiste-t-il ? Et puis, j'ai une deuxième question qui vient se greffer à cela. On parlait énormément d'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour scanner les contenus ? Alors, chez Santarelli, oui, bien évidemment, nous sommes en mesure de surveiller en fait les marques de nos clients, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, et pour les activités qui sont d'intérêt pour nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. On reçoit en fait des listes de marques qui sont remontées par un algorithme, par un outil informatique en fait, qui scanne en fait les dépôts de marques qui sont publiés un peu partout dans le monde et qui, en fonction de leur pertinence, nous les signale pour que nous, on puisse ensuite, en fonction des éléments de notre dossier, des éléments juridiques en fait, pouvoir déterminer si les marques détectées en fait sont d'intérêt, méritent d'être signalées à notre client pour discussion et éventuellement pour action subséquente. Bien sûr. Donc il y avait évidemment des cas où il y a même pas de discussion et il faut absolument agir. Il y a d'autres cas qui, en fonction du territoire concerné, sont
plus ou moins d'intérêt. C'est d'ailleurs peut-être une problématique qui n'apparaît pas très souvent chez les dirigeants de certaines marques. C'est-à-dire ils pensent être protégés et ne pas forcément surveiller au long cours leur marque, alors qu'il y a danger économique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Après, c'est une nouvelle fois important de discuter avec son client, de déterminer quels sont ses besoins. Est-ce qu'il n'y a pas parfois en fait des trous de protection? Est-ce que les activités qu'ils viennent de développer en Amérique du Sud, par exemple, ou en Australie, est-ce que ces activités-là ont bien été suivies de dépôts auparavant ou juste après? En définitive, est-ce qu'ils sont protégés là où ils en ont besoin et pour les produits ou services qu'ils commercialisent effectivement sur les territoires concernés. Et c'est très récurrent en fait de s'apercevoir que effectivement le client vient d'ouvrir une filiale en Turquie ou au Canada ou en Nouvelle-Zélande et donc on l'apprend au détour d'une discussion d'un dossier, etc., ou d'un avis de surveillance en fait qu'on signale au client en leur disant bon, on vous signale cette marque-là pour information, mais on sait que vous n'avez pas d'activité dans ce pays-là. Et le client nous rattrape en nous disant si, en fait on vous a pas dit, mais il y a 3 ou 4 mois on a ouvert une filiale. Donc c'est toujours intéressant en fait de toute façon de discuter, d'échanger et d'avoir un maximum de contact avec son client. Ce que je peux comprendre par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il faut déposer à l'international le plus tôt possible. Alors oui et non. Idéalement. Oui et non, c'est une question d'opportunité, de moment. C'est une question d'anticipation. Parfois, on va se dire que déposer dans certains pays, le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que les coûts de dépôt ne sont pas très importants et ensuite, vous restez protégé pendant 10 ans. Comme quoi, par exemple? Comme qui? Enfin, quel territoire? Si vous prenez par exemple un tout petit pays comme la Chine, en fait, qui n'a aucun intérêt vraiment économique, non, la Chine est un poids lourd, bien évidemment, de l'économie mondiale. Si vous déposez une marque en Chine, les coûts de dépôt, c'est quelques centaines d'euros. Donc, c'est absolument... C'est peut-être pour cela qu'on n'a jamais autant déposé de noms de marque en Chine, parce qu'il faut quand même juste le rappeler, si on prend l'année record, notamment en France, globalement c'est 2021, 2022, où on était à plus de 113 000 dépôts de marque from scratch sur l'année. 10 ans plus tôt, on était à peu près aux alentours de 70 000, ça veut dire qu'il y a un bond en avant, et là on retombe aux alentours, mais notamment en France, on est toujours au-delà des 100 000 nouvelles marques déposées chaque année. Et on peut lire que sur certains chiffres, en Chine, c'est 3 millions de dépôts oui, après, à l'année. C'est-à-dire que plus que le nombre de marques actives en France. Oui, après, c'est une autre échelle. C'est une vérité d'ailleurs du système géopolitique mondial. Ça veut bien dire que la marque et le dépôt de marque sont vraiment au cœur de l'écosystème et que il faut aussi regarder les dépôts de marque pour comprendre où sont les intérêts économiques dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, complètement. On voit de toute façon le poids grandissant de la Chine et de l'Inde aussi. Auparavant, on n'avait pas vraiment en fait de déposants chinois ou indiens. C'était très américain. C'était très américain. C'était très européen, très en fait. Européen, oui. Oui, très souvent européen. Beaucoup de sociétés de déposants allemands, de déposants britanniques, bien évidemment. Les Allemands étant réputés pour leurs brevets aussi. Les Allemands étant réputés pour gros dépositaires de brevets. Oui, non, bien sûr. Mais pour leur puissance commerciale. Donc beaucoup de marques, en fait. Beaucoup de flux, en fait. Maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, on a beaucoup de déposants asiatiques. Donc des déposants chinois, des déposants indiens. C'est vrai que dans les cabinets comme le nôtre, auparavant, on avait beaucoup de flux qui étaient dans le sens Europe-Chine. Et maintenant, on a le retour, en fait. Maintenant, on voit de plus en plus de confrères locaux, en fait, auxquels on fait appel lorsqu'on a des dossiers en Asie. On voit de plus en plus de confrères locaux nous confier en retour maintenant des dépôts pour des problématiques de marque en France, bien évidemment, et en Europe de façon plus large. Donc, c'est vraiment
aussi un reflet c'est un reflet, oui, de l'importance grandissante en fait de l'Asie et de leurs activités en Europe. Alors, le temps passe très très vite. Je vais vous poser une dernière question avant de conclure, mais on parle dépôt de marque. On est quand même dans un monde qui s'est largement digitalisé, qui est parti vers les technologies, et qui dit digitalisation dit bien sûr Internet, et qui dit Internet dit nom de domaine. Vous savez, les fameux noms de domaine, les extensions .fr, .com, .net, etc., etc. Est-ce que justement pour comprendre un peu le sujet, puisque vous vous occupez aussi de dépôt Sûr. de noms de domaine, est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux qui sont encore plus forts? Je suppose que oui, mais quels sont-ils? Justement, entre le fait de faire cohabiter un dépôt de marque avec un dépôt de nom de domaine et ses extensions. Alors, il y a une grande convergence en fait entre la marque et le nom de domaine, puisque en fait, bien souvent, le nom de domaine n'est jamais qu'une marque. Si je reprends l'exemple de Tout est marque, C'est déposé. c'est déposé, c'est parfait, mais toutetmarque.com est bien évidemment le pendant digital en fait de la marque Tout est marque. Après, l'immense différence entre l'un et l'autre, c'est que le nom de domaine toutetmarque.com est unique. Donc à partir du moment où il a été approprié par un tiers, euh, vous avez l'absolue nécessité en fait de pouvoir le récupérer. Sauf à considérer que vous optez pour une solution de repli qui serait par exemple toutetmarque-podcast.com qui vous permet quand même en fait d'obtenir un enregistrement de nom de domaine, mais qui n'est pas bien souvent en termes de référencement la solution idéale. L'autre immense différence, c'est qu'il y a énormément bien évidemment de fraude pour des noms de domaine, parce que approprier un nom de domaine coûte... On appelle le cybersquatting. Exactement. Approprier un nom de domaine, bien souvent, ne coûte que quelques euros et ça vous permet effectivement de bloquer et bien souvent de monnayer en fait le nom de domaine que vous avez approprié frauduleusement aux propriétaires légitimes. Alors malgré tout, il y a quand même l'ICANN qui est quand même derrière, qui est quand même l'organisme qui va être un petit peu l'arbitre au milieu de tout ça. Et malgré les cybersquatting, on arrive quand même à avoir, faut quand même rassurer les marques et les déposants, quand même des chances de pouvoir, après un certain nombre de procédures souvent très longues, malgré tout, de pouvoir voir son nom de marque ou avec l'extension qui est la bonne, peut-être revenir dans le giron de l'entreprise. Il y a des procédures, effectivement, qui sont des procédures adaptées à Internet, qui permettent de récupérer les noms de domaine. Mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours couronné de succès. Oui. La plupart du temps, on parvient à nos fins, mais c'est pas si simple que ça. Donc encore une fois, le but est quand même de prévenir plutôt que de guérir. Donc enregistrer un nom de domaine aussi rapidement que possible, ça coûte pas grand-chose, ça évite bien souvent des gros soucis pour et plusieurs des dépenses années, importantes. Votre réflexion. Vous avez oui. Quel est votre bon conseil sur le sujet, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent déposer à la fois une marque et un nom de domaine? Il faut tout de suite partir sur un dépôt de nom de domaine de 5 ans, par exemple? C'est un rapport coût-avantage. Et Oui. au regard, en fait, de ce que cela coûte, effectivement, enregistrer un nom de domaine pour 3 ou 5 ans, les coûts, le surcoût n'est pas très important. Oui. Si vous pouvez l'enregistrer le plus rapidement possible, c'est très bien. J'aurais tendance à dire, commencez par l'enregistrer pour 1 an. Dans 1 an, de toute façon, vous saurez déjà si votre activité mérite d'être pérennisée, sera pérennisée ou pas. Et à ce moment-là, il sera toujours temps, effectivement, de renouveler, de proroger le nom de domaine sur plusieurs années. Mais l'essentiel est de pouvoir l'enregistrer aussi rapidement que possible pour éviter que celui-ci ne soit approprié. Sinon, c'est vraiment une catastrophe. Un très bon conseil. Pour conclure, j'aimerais avoir votre sentiment en tant que spécialiste sur un sujet qui est, on l'a un peu effleuré tout à l'heure, l'omniprésence de la Chine. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Aujourd'hui, la Chine est effectivement un des pays omniprésents économiquement, mais surtout et avant tout sur les marques. Comment on doit l'interpréter, ce changement un peu de paradigme, dirons-nous? C'est bien évidemment une nouvelle époque qui reflète effectivement le
poids de la Chine dans tous les secteurs. De façon générale, la Chine n'est pas une zone de non-droit en matière de propriété industrielle. Au contraire, même. Très réglementé. Ils ont fait beaucoup d'efforts et ils continuent, puisqu'il y a encore une réforme dont on commence à entendre parler qui serait également en train d'être portée sur les fonds baptismaux. Donc ils font beaucoup d'efforts, ils font attention, ils se donnent aussi les moyens de pouvoir montrer qu'ils jouent selon les règles. Oui. Donc c'est vraiment loin d'être une zone de non-droit. C'est pas toujours simple, évidemment. Il y a toujours beaucoup de dépôts frauduleux contre lesquels il faut agir. Il faut rester vigilant, faire attention, surveiller ses marques, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui se fait. C'est loin d'être une zone de non-droit. Et de plus en plus, on a aussi des sociétés chinoises qui protègent leurs marques, qui font un vrai business et qui font du business suivant les règles en déposant leurs marques et en essayant de les protéger. Et on est de plus en plus face à des sociétés qui ont vraiment une envergure internationale et avec lesquelles il faut compter, ce qui était peut-être pas complètement le cas non plus avant. On arrive donc à la fin de cette conclusion, à la fin de cette émission, pardon, et justement cette conclusion est toujours aussi passionnante comme l'entretien. On a largement dépassé notre temps habituel, mais je pense que le sujet en valait la peine. On pourrait encore plus en parler. Je tiens à vous remercier, Fabrice Pigeot. C'est un plaisir de cet entretien. J'espère et je pense effectivement que l'ensemble de nos auditrices et auditeurs apprécieront justement ce sens du détail, avec cette logique de spécialiste. Je rappelle bien entendu l'adresse du site internet www.santarelli.com, c'est important aussi. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne Tout est marque, disponible sur l'ensemble des plateformes Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music et bien sûr PodCloud. Et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.